Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Corentin Jousserand. Corentin, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Benoît. Tu es invité, comme tous les candidats et tous les maires de la métropole, à venir échanger avec nous sur ce thème de l'économie. 2 questions, Corentin. 1, déjà, quel est ton diagnostic sur cette paupérisation de la ville? Et dans ce cadre-là, qu'envisages-tu, si tu es élu, au point de vue économique, pour ramener de la richesse et de l'activité qui nous permettra à tous, nous le croyons, de regarder l'avenir sereinement à Saint-Étienne? Alors merci pour l'invitation et merci de me donner l'occasion de parler de ces thématiques qui me sont très chères. Je viens du monde de l'entreprise, hein. J'ai une formation à l'école de commerce, j'ai fait HEC. Donc j'ai l'habitude de traiter avec des entrepreneurs. Il faut jamais oublier que à la base de chaque euro d'argent public, c'est une création de richesse qui est redistribuée par la collectivité, mais qui vient au départ des entreprises qui sont les seules à créer des richesses en France. Donc il faut favoriser cette production de richesse pour pouvoir mener toutes les politiques publiques qu'on entend mener. Moi, le diagnostic que je fais pour Saint-Étienne, il est très très grave. Quand on regarde les chiffres, c'est extrêmement inquiétant. On a un taux de chômage à Saint-Étienne qui est 19%. C'est-à-dire à peu près 2 fois la moyenne nationale. On a un taux de pauvreté qui est 30%, donc c'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Et quand on regarde le pouvoir d'achat des ménages stéphanois, on a toujours été en dessous de la moyenne nationale. On était en moyenne par an 200 € en dessous de la moyenne nationale à l'arrivée de Gaël Perdriau à la mairie en 2014. Et aujourd'hui, on est 440 € en dessous de la moyenne nationale. Est-ce que c'est que les Français se sont formidablement enrichis? Non. C'est plutôt que les Stéphanois ont stagné, voire ont relativement régressé par rapport au reste du pays, et c'est très inquiétant. On avait des richesses, et on en a toujours. On avait deux gros axes forts à Saint-Étienne, qui étaient l'industrie. On a encore entre 24 et 25% de notre produit urbain brut qui est dû directement ou indirectement à l'industrie. En France, c'est 10%, donc on a un secteur secondaire qui est très fort à Saint-Étienne. Et le commerce, au-delà de Casino qui a connu de très graves difficultés, on avait un tissu commercial à Saint-Étienne qui permettait d'attirer les consommateurs venus du Puy, de la vallée du Gier, de Londaine, de Monistrol, de Montbrison, de la Plaine, qui venaient partout pour consommer à Saint-Étienne, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc voilà, donc je fais ce constat extrêmement grave, la perte d'emplois industriels très important, la perte de commerce, d'une densité commerciale très forte à Saint-Étienne, et donc une paupérisation des Stéphanois, et un cycle vicieux qui fait que moins les gens ont de quoi consommer, moins les gens peuvent aller acheter dans le commerce, et donc il y a une disparition du commerce qui paupérise de plus en plus de gens, et la boucle est bouclée, continue, et c'est une paupérisation générale de la ville. Je pense que on a quand même, malgré ces gros problèmes, des atouts. Alors d'une part, il nous reste un tissu qui est autour de l'industrie et du commerce, qui met plus de temps à être impacté par les crises qu'ont connues l'industrie et le commerce à Saint-Étienne. C'est un tissu de PME, de TPE et de TI qui sont des sous-traitants des activités industrielles, ou un réseau par exemple de BTP avec un secteur du BTP qui est dense à Saint-Étienne et dont on peut se féliciter et qu'il faut forcément encourager. Donc déjà, il nous reste ce tissu, cet héritage de l'industrie et du commerce. Deuxièmement, on a des universités, et en particulier on a des grandes écoles comme l'école des mines qui sont reconnues partout et qui forment des ingénieurs qualifiés et qui forment de la main-d'œuvre de grande qualité à Saint-Étienne. De même, compte tenu de ce taux de chômage de 19%, on a aussi une main-d'œuvre qui est disponible à Saint-Étienne. On sait qu'il y a d'autres villes où les industriels ou de manière générale les entreprises ont du mal à embaucher. À Saint-Étienne, on a cette main-d'œuvre disponible, donc on peut attirer des entreprises qui viennent s'installer à Saint-Étienne. De la même façon, on a du logement qui est disponible. Du logement qui est pas forcément suffisamment qualitatif selon moi, mais qui est quand même présent et en grande quantité par rapport à d'autres métropoles. Donc on peut loger des ouvriers, des employés, et on peut attirer comme ça beaucoup plus facilement des entreprises qui savent qu'elles pourront embaucher et loger leurs employés. Dans ce cadre-là, comment analyses-tu qu'on a le sentiment que cette richesse a davantage dans les années passées cherché à sortir de la ville qu'à rentrer dans la ville, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une métropole qui a pour caractéristique d'avoir une couronne très riche et un hypercentre atrophié. Aujourd'hui, on parle des élections à Saint-Étienne. D'abord, est-ce que tu partages ce diagnostic? Et ensuite, comment vois-tu rééquilibrer les choses ou pas dans le schéma que tu verrais au point de vue économique pour la ville?
Alors tout à fait, on voit tous autour de nous, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui réussit à Saint-Étienne et qui commence à s'enrichir, il va réfléchir à aller déménager à Chambles, dans la plaine du Forêt, dans le Pillat. En fait, il va essayer de sortir de la ville, tout simplement parce que la qualité de vie à Saint-Étienne n'est pas suffisante pour permettre aux gens de se projeter, de vouloir avoir une famille et d'avoir une vie épanouie et heureuse. Comment on fait? Il faut déjà du logement qui soit plus qualitatif. Je pense qu'on a un taux de logement social, par exemple, à Saint-Étienne, qui est correct. Donc, on doit continuer la politique qu'on a menée dessus sans l'approfondir, mais qu'on doit mener une politique pour avoir des logements de qualité, des logements capables, par exemple, d'attirer des familles. On doit aussi, de manière générale, redorer l'image du centre-ville avec des rues propres, des rues en sécurité, avec des commerces qui sont beaucoup plus développés, beaucoup plus florissants. On doit proposer aux familles des solutions de garde pour les enfants. Quand on fait le ratio nombre de places en crèche versus enfants qui naissent à Saint-Étienne, on obtient 40%, alors qu'en France, la moyenne, c'est 61%. Donc, on doit permettre aux actifs de mettre leurs enfants à la crèche. Il ne faut pas que ça soit un frein pour les hommes ou les femmes en particulier qui ont des enfants, de pouvoir fonder une famille à Saint-Étienne et travailler. Donc c'est toute une myriade de mesures qui doit rendre la vie meilleure à Saint-Étienne et qui doit donc inciter les Stéphanois à rester à Saint-Étienne, même lorsqu'ils s'enrichissent et même lorsqu'ils montent un projet entrepreneurial. Et j'ai envie de vous dire, surtout quand ils montent un projet entrepreneurial ou qu'ils s'enrichissent, c'est là qu'on doit les garder. C'est de là qu'on doit leur permettre de monter des entreprises à Saint-Étienne. Il y a un autre facteur qui est très important et sur lequel on doit agir, et là on passe un peu plus dans la partie proposition. Je pense qu'il faut changer complètement le cadre pour entreprendre à Saint-Étienne. Et moi, je fais une promesse qu'on m'a tenue partout en France dans les mairies RN. Aucune augmentation de taxes foncières pour les particuliers ou de CFE, donc taxes foncières équivalent pour les entreprises, sur les 7 ans du mandat. Donc toutes les entreprises auront de la visibilité. Vous prenez le taux en 2026, vous le répercutez jusqu'à 2033, il n'y aura pas d'augmentation de ce taux de taxe foncière. Ce sera toujours le même taux sur toute la durée du mandat. Donc vous saurez vous projeter, vous pourrez faire des projections financières qui sont très simples parce que ça ne bougera pas sur toute la durée du mandat. De la même façon, et je pense que c'est très important de le noter, on a une ville qui n'investit plus. Donc vous avez des villes qui sont bien gérées, par exemple la ville d'Andrézieux-Bouthéon est bien gérée, elle est capable d'investir. Alors, j'ai pas noté les chiffres, mais en gros, 1100 € par habitant par an. À Saint-Étienne, c'est 800. Donc, on n'arrive plus à investir parce que le budget de la ville de Saint-Étienne est complètement atrophié par des dépenses de fonctionnement qui sont gigantesques. Quand on fait le rapport des dépenses, par exemple, de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement dans une ville moyenne en France, on tombe sur 45%. À Saint-Étienne, c'est 62%. Je vous prends un exemple très simple. À Reims, 176 000 habitants, donc 3 000 de plus qu'à Saint-Étienne. Il y a 1840 agents publics. À Saint-Étienne, il y en a 3 300. En fait, on a une gabegie budgétaire qui est tellement gigantesque dans les dépenses de fonctionnement qu'on n'a plus les moyens d'investir. Et au final, par rapport à des mairies de la taille de Saint-Étienne, on investit 48% de moins par habitant et par an à Saint-Étienne. Donc, on a un urbanisme dégradé. On n'a aucun projet pour relier Saint-Étienne par la route ou par le fer aux grandes métropoles alentours, ce qui permettrait de désenclaver la ville et ce qui nous permettrait de développer davantage la logistique, l'industrie, les livraisons, etc. On n'a aucun projet en matière numérique. En fait, on a une ville qui n'investit plus et malheureusement, ça a des impacts à long terme sur le tissu entrepreneurial. Et c'est pas nouveau, ça date en fait de l'époque des emprunts toxiques. Donc, on paye les pots cassés de dizaines d'années de sous-investissement et on sous-investit encore aujourd'hui. Donc, il faut très très vite redresser la barre parce que sinon, on va avoir le même problème d'ici 5 ou 10 ans. La aujourd'hui, a la compétence économique. Saint-Étienne est la ville-centre de la métropole. Comment vois-tu, si demain tu es à la tête de la métropole, enfin au moins de la ville, l'organisation de la métropole est un point qui a été difficile aujourd'hui pour les entrepreneurs en matière de gouvernance et d'implication des gens qui créent la richesse dans les grandes décisions. Comment tu vois ça si jamais demain tu es aux manettes ? Alors, en fait, j'ai l'impression, en parlant aux entrepreneurs, et j'ai été reçu par différents entrepreneurs ou fédérations professionnelles à Saint-Étienne et dans la Loire, qu'ils ne savent jamais à qui s'adresser, ils ont simplement pas l'interlocuteur. Donc, ils ne savent pas comment être impliqués dans les décisions. Et par exemple, il y a quelque chose qui me choque énormément, c'est que ce sont les entreprises qui financent la mobilité, et en particulier les transports en commun, à grande majorité à Saint-Étienne, comme partout en France, et ils ne sont même pas impliqués dans les choix
de mobilité qui sont faits par Saint-Étienne Métropole, par la commune de Saint-Étienne ou par la STAS. Donc moi, je pense que déjà, je ferai d'un adjoint au maire, et en particulier mon premier adjoint, un référent développement économique, et ce sera le contact direct de toutes les entreprises quand elles veulent s'installer, quand elles veulent se développer ou quand elles connaissent des difficultés à Saint-Étienne, pour qu'elles puissent avoir un contact à la mairie et qu'on voit comment les aider. Il y a plein de manières de les aider. On peut simplifier les démarches et on créera un bureau de simplification des démarches administratives pour avoir un interlocuteur unique avec lequel vous puissiez en une journée faire toutes les démarches administratives pour implanter votre usine, votre commerce ou votre entreprise à Saint-Étienne, et lever les blocages. Vous avez besoin de foncier, on peut se débrouiller, on a du foncier disponible. Vous avez besoin de formation, on peut faire un partenariat avec la faculté de Saint-Étienne, avec l'IUT ou avec une école d'ingénieurs. Vous avez besoin de contrats d'énergie, on parle beaucoup de la hausse des prix de l'énergie. La ville de Saint-Étienne négociera des contrats de gaz et d'électricité avec des fournisseurs, avec un prix de gros. Et ça, moi, je souhaite, par exemple, l'ouvrir aux TPE. Bon, sur les PME, ETI, elles sont souvent moins concernées parce qu'elles ont des contrats spécifiques. Mais sur les TPE, je veux pouvoir donner accès à ces TPE, à ces contrats. Donc, il faut un interlocuteur. Dernière question. La métropole a pour caractéristique d'être avec une forte ruralité. Nous avons rapproché dans les années passées les branches de l'industrie et le monde agricole pour travailler ensemble sur les grands enjeux qui nous attendent, l'eau, l'énergie, le foncier, tu en as parlé. Quelle est ta vision de la ruralité et comment est-ce que tu l'intègres dans ton programme ? Alors, moi, je pense qu'il faut absolument pas opposer la ruralité et tout ce qui est urbain et citadin. Je pense qu'on doit faire de la mobilité, de l'accès au réseau, par exemple au réseau internet, à la 5G, au réseau mobile, à tout ce qui est lié à l'urbanisme, et ça ne doit pas être un frein dans la ruralité. On doit permettre d'intégrer les zones plus rurales de Saint-Étienne Métropole, exactement comme si c'était des zones urbaines à ce niveau-là. Donc moi je suis attaché à une stricte égalité de l'accès aux services publics, toutes les formes de services publics et toutes les formes de réseau, de ces zones rurales, à égalité avec ces zones urbaines. Je pense qu'on a la chance aussi, comme on parle de milieu économique, d'avoir un tissu agricole qui est très puissant aussi dans la métropole de Saint-Étienne. Je pense à une ville comme Saint-Chamond, qui est la ville du département où il y a le plus d'agriculteurs. Donc on doit pouvoir intégrer ces agriculteurs aux décisions en termes de mobilité, en termes d'accès au réseau, etc., et en termes de développement économique. Je vous prends un exemple, et ça c'est quelque chose qui m'embête fortement. Tous mes concurrents à la mairie de Saint-Étienne sont d'accord pour mettre davantage de bio dans les cantines scolaires à Saint-Étienne. Très bien. Moi, je suis pour le bio, il n'y a pas de difficulté. Que nos enfants ne soient pas empoisonnés avec des pesticides et des engrais, il n'y a aucun problème. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même d'abord faire tourner les agriculteurs locaux. Arriver à intégrer la production locale qui est faite dans les milieux ruraux de Saint-Étienne Métropole aux cantines du coin. Et donc, je pense qu'on peut peut-être se dire qu'au niveau du bio, on a atteint un niveau qui est correct. On est la cantine qui est la plus bio de France sur les métropoles et qu'on peut peut-être maintenant travailler davantage sur l'approvisionnement local. Ça, c'est une concertation qui doit être faite avec les agriculteurs. Et j'ajoute sur ce point-là que sur la commande publique et sur tout ce qui est l'argent public, ça doit servir en premier lieu le tissu économique de Saint-Étienne et de ses alentours, de Saint-Étienne Métropole. On a tout. On a des agriculteurs parce qu'on a une ruralité qui est très présente. On a des industriels. On a des prestataires de services dans tout. On a des prestataires de services dans le numérique, on a des prestataires de services dans les transports, on a des prestataires de services sur tous les types de services qui existent. Donc, moi, je veux que la commande publique puisse, à Saint-Étienne, et c'est des centaines de millions d'euros annuels quand on compte Saint-Étienne, la commune, Saint-Étienne Métropole et les communes de la métropole en tant que telles, servir en priorité l'économie stéphanoise et l'économie ligérienne. Et ça, je pense que ça demande une concertation très précise avec ces acteurs, de manière à leur permettre de répondre à des appels d'offres simplifiés, à leur donner de la visibilité sur les besoins qu'il y aura à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et pouvoir travailler avec eux pour qu'ils puissent répondre à ces appels d'offres, qu'on fasse travailler des Stéphanois et des Ligériens en priorité, et qu'on puisse développer ensemble ce tissu économique. La première demande des entrepreneurs lorsqu'ils veulent embaucher quelqu'un, ce sont les compétences en matière de savoir-être. Quelle est ta vision au niveau de la jeunesse, de l'éducation de la jeunesse et des droits et des devoirs républicains si demain tu es aux manettes de la vie? Alors, il y a deux sujets. Il y a effectivement l'aspect éducation. Donc, l'éducation, là, la commune a une compétence exclusivement sur la maternelle et l'éducation primaire. C'est là où tout se joue. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est là où tout se joue. Bon, là, il faut deux choses. D'une part, il faut que nos élèves étudient dans de bonnes conditions.
parce qu'on a des écoles avec un bâti dégradé, on a des écoles qui sont pas chauffées, qui sont pas climatisées alors qu'elles sont derrière les vitres et qu'en période de canicule, les élèves ne peuvent pas apprendre. Donc je pense qu'on doit investir dans le bâti de manière à avoir des écoles rénovées. Et on a la chance d'avoir à Saint-Étienne de très nombreuses, on a 60 écoles primaires et maternelles. Donc on doit sur ces 60 écoles, à mon avis, pouvoir expérimenter de nouvelles méthodes pour permettre aux petits Stéphanois d'être davantage impliqués dans la vie locale. Il y a plein de façons. On peut faire par exemple des potagers de manière à les faire s'investir dans, on parlait de ruralité juste avant, dans la culture de la terre, et c'est très intéressant pour eux sur la biologie, sur l'environnement, sur la compréhension du monde. On doit par exemple aussi faire comme c'est fait dans certains pays d'Asie, expérimenter le fait qu'ils nettoient seuls leur classe et faire en sorte de tenir une classe, aménager une cantine, etc., etc. Et ça, je crois beaucoup à ces expérimentations qui montrent à la fois est-ce que c'est efficace, qui donnent un retour d'expérience sur l'impact que ça a sur les enfants et qui nous permettent de calibrer en nombre d'accompagnants. Est-ce qu'il faut former les enseignants ou les ATSEM ou le personnel autour du personnel pédagogique et savoir comment on peut le mieux calibrer et le mieux généraliser, le cas échéant, si c'est un test intéressant, ces méthodes. Je pense qu'on peut travailler avec les universités, avec l'enseignement supérieur et avec les entreprises de manière à expérimenter une journée de découverte dans tel ou tel secteur d'activité, une journée de découverte dans une ferme, on parlait de milieu agricole, une journée de découverte dans une usine, etc., etc. Ça, je pense que c'est des idées qui doivent pas forcément venir des élus. Elles peuvent venir du terrain. C'est à vous de nous dire, nous, on aimerait faire découvrir ça parce qu'on pense que pédagogiquement, c'est intéressant. On pense que pour effectivement arriver à avoir un savoir-être plus républicain et plus proche de ce qu'on attend dans un milieu professionnel, c'est intéressant. On discute avec vous et on peut tout à fait mettre en place une expérimentation, bien sûr avec l'accord de l'équipe pédagogique, dans une école. Si l'expérimentation est un succès, on généralise et moi ça me pose pas de problème. Donc je pense qu'il faut être très souple au niveau de ce qu'on veut mettre en place comme politique éducative. Et il faut arriver à l'implémenter dès lors que c'est une bonne idée et qu'elle porte ses fruits. J'ajoute un point, je suis désolé, je suis un peu long sur la partie République. Je suis pour que chaque euro d'argent public dépensé à Saint-Étienne respecte strictement les principes républicains. Et je ferai signer une charte à toutes les associations qui reçoivent des financements publics pour qu'elles respectent les principes républicains. On ne peut pas subventionner des associations, des artistes ou des personnes qui reçoivent de l'argent public sans qu'elles s'engagent à respecter la République, la France et nos valeurs. Ça ne doit pas freiner la création artistique. Ces personnes resteront bien sûr libres dans leur expression et dans leur façon d'être, mais moi je ne peux pas tolérer des propos racistes, antisémites, sexistes, homophobes ou anti-républicains et anti-laïcité quand ils sont subventionnés par de l'argent public. Et ça, je pense que c'est très important. C'est une bonne gestion du denier public et c'est une manière d'inculquer des valeurs positives et des valeurs républicaines à la fois aux enfants, mais aussi, et parfois ils en manquent aussi, aux adultes. Corentin, merci de cet échange. Merci à toi, Benoît. Bonne continuation pour cette fin de campagne. Eh bien, merci. À bientôt. À bientôt.